Le lendemain matin, le monde entier n'avait d'autre sujet de discussion, tout simplement parce que c'était la chose la plus importante aux yeux du monde entier. Déjà, le petit garçon voulait voler à destination de l'étranger. Avant même de débarquer, la nouvelle de son arrivée était connue de dizaines de milliers de gens qui s'étaient rassemblés à l'aéroport pour l'accueillir, et parmi eux des milliers et des milliers d'enfants portant des bouquets parfumés de délicats présents, en quantité telle que la foule avait l'air d'une grande noce multicolore. Descendant de l'avion, le petit garçon aperçut des milliers de mains qui lui faisaient des signes de bienvenue, agitant bouquets et cadeaux, et il s'adressa alors aux enfants grâce au micro qui l'attendait au bas de la passerelle. Merci de votre gentillesse. Je me souviendrai toute ma vie de votre accueil, leur dit-il. Mais pour ce qui est des fleurs et des offrandes que vous m'avez apportées, distribuez-les entre vous. Vous ne sauriez davantage me faire plaisir qu'en vous les offrant les uns aux autres. C'est ce qu'ils firent tous. Et tous se mirent à chanter sur des airs de danse et à danser sur des airs de chansons, tandis que les grandes personnes, la larme à l'œil, éclataient de rire pour ne pas laisser voir qu'elles pleuraient. Cependant, dans son palais, le second président suivait avec attention sur son téléviseur le déroulement de la cérémonie. Il ne savait pas trop bien s'il devait se réjouir ou se méfier. Sur le chemin du palais, des centaines de milliers de gens pressaient sur les trottoirs, au balcon pour l'acclamer, et ceux qui ne pouvaient le voir se faisaient raconter par ceux qui pouvaient. Il y en eut même pour s'agenouiller sur son passage, mais il les pria de se relever en expliquant qu'il n'était rien de plus qu'un petit garçon qui disait la vérité. Alors qu'il gravissait les marches du palais présidentiel, on lui présenta une petite fille très malade que ses frères avaient transportée jusque-là sur son lit. Il se pencha pour l'embrasser et deux larmes, coulant de ses yeux, vinrent se mêler à la rosée de joie qui faisait briller les joues de la petite fille, scellant comme un pacte d'amour entre leurs deux pays. Rien de cela, sur son téléviseur, n'échappa à l'attention du président. On le conduisit par un large vestibule jusqu'à une salle où trônait un homme impressionnant, derrière un immense bureau vide. L'homme qui parlait, sans desserrer les lèvres, lui dit de s'asseoir. Le petit garçon se sentit plus petit que jamais. « Que désirez-vous » demanda le président en se forçant la bienveillance. « Vivre » répondit le petit garçon, surpris par la réverbération de sa propre voix, comme si tous les enfants du monde s'étaient mis à répondre en chœur avec lui. « Mais vous vivez ?»« Alors que mes jours à moi sont comptés, fit le président d'une voix brue. « Vos jours sont comptés parce que vous avez déjà vécu un grand nombre. Mais pensez à nous qui avons à peine commencé. Les hommes âgés qui ont déjà vécu presque toute leur vie ne devraient pas être autorisés à jouer avec la vie des enfants. » En entendant ces mots, les conseillers et les secrétaires du président entrés dans le bureau à la suite du petit garçon applaudirent de tout cœur. Même les gardes postés dans le vestibule et l'escalier, qui avaient entendu, laissèrent tomber leurs fusils pour battre des mains, oubliant qu'ils étaient là pour interdire l'accès du bureau où les enfants pénétrèrent en foule. Il y eut un moment de grande confusion, puis le président s'écria « Laissez entrer les enfants, je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Jusqu'ici, j'étais sûr que Dieu n'existe pas. Je vais d'ailleurs bientôt le vérifier, mais en attendant qu'on laisse parler les enfants, je veux les écouter. » Tous firent cercle autour de lui, les uns assis sur la moquette, les autres sur un coin du bureau, les plus nombreux restant debout, tandis que d'autres, accourus encore, s'agglutinaient à la porte. Il y eut un grand silence, nul ne soufflait mot autour de vieil homme assis devant la longue table vide et qui contemplait toutes les têtes d'enfants, brunes, blondes, rousses autour de lui. C'est alors qu'une petite fille se leva et dit « Nous, les enfants du monde, représentons la moitié des habitants de la planète. Très bientôt, si l'on nous laisse vivre, nous allons hériter de cette terre. C'est nous qui devrons en prendre soin, tenter de la guérir afin de pouvoir, à notre tour, la léguer à nos enfants. Aussi tenons-nous d'abord à vous remercier, Monsieur le Président, de nous avoir donné au moment où vous-même vous apprêtez à quitter cette terre l'occasion de venir vous parler. On nous a appris que, dès la création, le bien et le mal se sont disputés le monde, et que toute notre histoire a été tissée de ce combat entre la bonté et la brutalité, l'égoïsme et l'amour des autres. Rien de nouveau sous le soleil, sauf
qu'aujourd'hui la science a libéré des forces si extraordinaires que jamais dans leurs rêves ou leurs cauchemars nos ancêtres n'auraient pu en imaginer de semblables. Mais si certains ne recherchent pas le pouvoir, d'autres en veulent toujours davantage. Ils ont acquis celui d'assassiner le monde. Pourtant, il nous semble que ces affamés de pouvoir peuvent comprendre aujourd'hui qu'en voulant en exercer, ils risqueraient eux aussi de tout perdre et de s'anéantir eux-mêmes avec leur famille et tous leurs biens accumulés. Quand bien même ils parviendraient à se protéger dans des abris archi-solides, ils ne trouveraient plus le jour où il leur serait donné d'en sortir qu'un vulgaire tas de cendres sur quoi exercer leur empire. Ainsi, nous héritons d'un monde tout à fait différent de celui que vous avez vous-même reçu, de ceux qui vous ont précédés. Vous en avez fait ce qu'il est aujourd'hui, mais vous le gouvernez comme s'il était resté le même qu'autrefois. Vous continuez à vous corréler comme des marmots mal élevés, alors que vous êtes désormais armés comme des monstres de science-fiction. Arrêtez vos jeux, c'est devenu vraiment trop dangereux. À côté du petit garçon, les autres enfants lui traduisait simultanément les paroles de la fillette. Quand elle eut fini, il prit son tour la parole. « Dites-moi, monsieur, est-ce que vous avez une clé comme mon président ?»« Quelle sorte de clé ?»« Une clé de la mort. » Un profond silence s'abattit sur la salle et resta suspendu comme un nuage glacé. « Si vous en avez une, il faut nous la montrer. » Le président sortit avec des gestes maladroits une petite clé retenue par une chaînette. Elle devait mesurer dans les 3 centimètres et pesait guère plus de 5 grammes. Le président paraissait incapable de prononcer un mot et se contentait de brandir sa clé à hauteur de son visage. « Dites aux enfants, monsieur, à quoi sert cette petite clé ? Peut-être ne le savent-ils pas. Grâce à cette clé, dit avec lenteur le président, je dispose de plus de pouvoir que n'importe quel homme depuis que le monde est monde, d'un pouvoir dont jamais aucun homme n'aurait dû ni ne devrait disposer. Avec elle, j'ai droit de vie et de mort sur des centaines de millions d'êtres humains que je peux anéantir moi seul, rien que moi, en moins de temps qu'il n'en faut pour compter jusqu'à 1. Comment l'avez-vous eu ? Demanda une minuscule fillette au profond regard noir. Disons que je l'ai acheté avec mes amis. Où cela ? Disons chez nos savants, dans leur laboratoire. Elle a coûté cher ? Terriblement cher. Et où avez-vous trouvé l'argent ? C'est l'argent du peuple. Cette clé n'est pas seulement à moi, vous savez, elle appartient à tous. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons à aucun prix, s'écria-t-elle en éclatant soudain en sanglots. Les caméras de télévision qui avaient suivi les enfants jusque dans le bureau présidentiel faisaient converger sur la petite fille le regard du monde entier. « Nous n'en voulons pas !» s'écrièrent à leur tour les autres enfants entassés dans la salle. « Vous avez eu votre vie, laissez-nous la nôtre, s'il vous plaît. » « Je vous promets de voir ce que je peux faire, » bredouilla le président, visiblement dépassé par les événements. « Quand ? Demandèrent les enfants d'une voix suppliante. « Dès que vous serez tous sortis de mon bureau. » Et il rangea sa petite clé d'un geste sec. Un garçon un peu plus âgé que les autres, presque un jeune homme, déjà se leva et dit « Monsieur le Président, voulez-vous m'autoriser à ajouter quelque chose ? Je vous écoute. Admettons que nous jetions les plus grosses de nos armes pour ne regarder que celles qui tuent petitement. Les dirigeants pourraient à nouveau envisager de déclencher de petites guerres sans gros risques. En fait, ils se sentiraient à nouveau en sécurité eux-mêmes, s'en tireraient toujours, les soldats seraient les seuls à se faire massacrer ou mutiler, après tout, ils sont faits pour ça, et tout recommencerait comme avant. Mais le monde a bien changé depuis le temps où les rois ou les chefs d'État jouaient aux soldats de plomb. Les soldats sont redevenus chair et os, leur tête est mise à penser et leurs oreilles sont devenues bien moins sensibles aux tambours et aux clairons. La musique qu'ils préfèrent, c'est celle que rythment les battements de cœur de leurs femmes et de leurs enfants. Voulez-vous vraiment savoir quel est le secret d'une paix durable ? Nous ne devons plus nous protéger de nos ennemis, mais les protéger de nous-mêmes. Intéressant, dit le président avec une pointe de sarcasme. Et comment allez-vous vous y prendre ? Nous disposons aujourd'hui de moyens de communication sans précédent. Le monde
n'est plus un archipel d'îlots isolés les uns des autres. Nous ferons savoir partout que si les peuples épris de paix s'unissent, ils finiront par avoir gain de cause. Vous demandiez comment s'y prendre, il suffit que chacun s'engage vis-à-vis de tous les autres, à ne pas tolérer que ses dirigeants commettent à aucun moment, et sous quelque forme que ce soit, la moindre atteinte à la paix. Que peuvent une poignée d'hommes assoiffés de pouvoir contre des peuples entiers prêts à se détourner d'eux? Ils n'auront plus de pouvoir. On peut parfois gouverner sans les peuples, on ne le peut longtemps contre eux. Et si certains hommes assoiffés de pouvoir se mettaient à menacer le reste du monde devenu inoffensif, des foudres d'une arme formidable qu'ils seraient parvenus à dissimuler au moment du désarmement général de la planète, que se passerait-il? Répondez donc à cela. La situation ne serait pas tellement différente de celle qui peut se présenter à tout moment si un dément s'amusait à fabriquer une bombe atomique dans le garage de son arrière-cour. Le danger existe aujourd'hui, mais ce pouvoir terrifiant qu'il tire de sa menace, que va-t-il en faire s'il ne peut rallier aucun partisan, si tous respectent le serment de paix? Au bout du compte, tout dépend toujours du peuple, de ses acceptations, de ses refus. C'est pour cela qu'il nous faut compter les uns sur les autres. Mais qu'avez-vous fait, vous, dirigeants, pour éviter toute menace de guerre? Eh bien, répondit le président, tout sautant pour s'éclaircir la voix, nous avons énormément œuvré à l'équilibre des potentiels de destruction. Nous avons consacré nos meilleurs cerveaux à cette tâche, rendue sans cesse plus difficile par le fait que personne ne veut vraiment bien jouer le jeu. Il se trouve toujours un pays pour aspirer à tuer un peu mieux que les autres, et il faut bien admettre qu'il est de son devoir patriotique d'essayer de tricher au mieux qu'il peut, de tenter de s'arroger un peu plus de puissance meurtrière que les autres. Vous pensez peut-être qu'il n'est rien de plus facile, mais vous vous trompez. Je puis vous assurer que des milliers de nos experts y vouent tout leur temps, qu'ils n'ont vraiment plus le temps de penser à autre chose. Votre jeu de fou nous précipite dans la guerre, s'écria le petit garçon. Et c'est bien pourquoi il n'y a pas le choix. Ce sont les gens eux-mêmes qui doivent se sauver, et sauver le monde avec eux, avec leur gouvernement ou contre eux. Le monde est le gîte de 8 milliards d'êtres humains, et il n'appartient à aucun gouvernement, et il n'est même pas le lotissement de plusieurs. Mais interrogea timidement une jeune fille à taches de rousseur, comment les gens peuvent-ils influer sur le destin du monde? De mille façons, répondit le petit garçon. Et d'abord parce qu'ils sont le monde. Mais les enfants peuvent beaucoup, ils savent se faire entendre. Si des centaines de milliers d'entre eux de par le monde refusaient par exemple de manger tout simplement, jusqu'à ce que leurs dirigeants s'engagent à détruire toutes leurs armes, à démanteler l'énorme machine de mort qu'ils nous ont imposée, vous les verriez virer de bord ou bien se démettre et fuir devant le courage des enfants. Je le ferai, dit l'un. Moi aussi, dit l'autre. Moi de même, dit un troisième. Et les voix de tous s'élevèrent en chœur pour se déclarer prêts à l'action. Le président était sur le point d'intervenir, triant les mots appropriés dans sa bouche, mais le petit garçon ne lui en laissa pas le temps. Si certains d'entre vous ne trouvent pas en eux la force d'agir de la sorte, qu'ils agissent comme ils l'entendent, mais surtout sans jamais recourir à la violence. Rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls et que le monde entier nous regarde. C'est ainsi que des millions et des millions de gens vous rejoindront, que viendront bientôt à nos côtés nos propres parents, nos professeurs, toutes les femmes et tous les hommes de toute croyance qui n'aspirent qu'à la paix, tous ceux qui veulent vivre. Mais comment arriver à faire s'entendre et s'unir tous les enfants et toutes les grandes personnes? En communiquant avec eux, par tous les moyens à notre disposition. Il faut obtenir l'aide et le soutien de tous ceux qui contrôlent les moyens d'information et de communication de par le monde. Eux aussi veulent vivre, et que leurs enfants vivent après eux. Vous devez par exemple arborer un signe de reconnaissance qui permette de vous compter, de montrer combien vous êtes nombreux. Et votre nombre donnera force et courage à ceux qui hésitent encore à vous rejoindre, à vous aider. Quel signe de reconnaissance demanda une petite voix anonyme. Je vais vous expliquer, dit le garçon, que chacun d'entre vous qui veut vivre et qui est prêt pour cela à certains sacrifices et à aider les autres, à l'imiter, arbore une simple feuille d'arbre, car l'arbre est symbole de vie, et que chacun porte cette feuille verte sur son cœur, bien en évidence. Si vous êtes très nombreux et que vous vivez en ville, attention, que vos désirs de vivre ne nous conduisent pas à assassiner les arbres. Non, cueillez seulement l'idée de la feuille d'arbre.
Découpez-la dans une feuille de papier et songez d'ailleurs qu'un arbre a déjà donné sa vie pour que vous disposiez de ce papier. Vous découpez la forme de sa feuille. Il y eut un grand silence, personne ne disait mot. Le président considéra lentement les enfants rassemblés autour de lui dans l'immense salle. Tous ces yeux, bleus, bruns, verts, noirs, qui le regardaient avec avidité. Une petite fille assise à ses pieds posa sa main sur la sienne. Personne ne bougeait. La haute pendule sous globe sur la cheminée paraissait arrêtée. Le président, caressant la tête de la petite fille, dit d'une voix lente et tremblante : « Vous pouvez compter sur moi. Je suis avec vous. » Chacun sortit sur la pointe des pieds. Le vieil homme alla se rasseoir derrière la table, seul, et se mit à repenser à sa vie et à l'approche de sa mort dont l'ombre le coupait chaque jour davantage du reste des vivants. Le petit garçon revenit à pas feutrés, s'approcha de lui prit la main et murmura : « Merci, monsieur, au nom de tous les enfants du monde, car vous leur avez redonné l'espoir de vivre. » Le vieil homme se pencha vers l'enfant et lui effleura le front d'un baiser. « Dieu vous bénisse, dit le petit garçon. « Merci, dit le vieil homme en portant la main à ses yeux embués. Quand il les rouvrit, l'enfant avait disparu. Des centaines et des centaines de milliers de gens s'étaient rassemblés à l'aéroport pour voir partir le gros avion blanc qui emmenait l'enfant. Une fois au-dessus des nuages, celui-ci s'endormit. Au bout d'une heure, cependant, le commandant de bord reçut un appel radio. Quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer partout dans le monde. On voyait les gens par millions arborer sur leur cœur une feuille d'arbre. Quel que fût le pays, quel que fût l'arbre qui s'y trouvait le plus répandu. Bientôt, on ne remarquait plus que ceux qui n'en portaient pas encore. Et bientôt, il n'y en eut plus pour ne pas en porter. Tous les moyens de communication étaient en train de tomber entre les mains des peuples, et les chefs des gouvernements étaient contraints de reconnaître qu'un événement sans précédent venait de se produire. Les peuples venaient de déclarer la paix. Ils ne pouvaient rien pour l'arrêter. Chapitre 5. Le chef de la troisième superpuissance envoya un bref message radio. « J'accepte de recevoir le garçon. » Le nez de l'énorme appareil changea doucement de cap à destination d'un autre lointain pays. Avant même d'atterrir, les passagers et l'équipage pouvaient distinguer par les hublots tout en bas une mer de visages levés vers eux. Quand les roues de l'appareil touchèrent terre, les acclamations couvrirent le rugissement des moteurs. Chacune et chacun, vieux et jeune, arborait une feuille ou l'image d'une feuille à l'emplacement du cœur, comme s'ils étaient tous sortis d'une forêt. Dès que l'enfant fut descendu de la passerelle, un homme imposant s'avança. À la place de la feuille, son uniforme arborait un quintuple rangée de médailles. Il prit le petit garçon par le bras et le poussa dans une énorme limousine blindée qui démarra aussitôt. Ils roulèrent à grande vitesse jusqu'à un très haut bâtiment gardé par une haie de sentinelles en armes. L'enfant se demanda pourquoi. Visiblement, ni lui ni personne n'avait d'intention malveillante. On le conduisit à l'intérieur du bâtiment au long d'interminables couloirs aussi gardés à intervalles réguliers, jusqu'à une très grande porte à 2 battants, dans laquelle était découpée toute une petite porte. Un soldat ouvrit la porte et l'introduisit. Tout au fond de la pièce, un homme signait à son bureau d'énormes parapheurs remplis de documents officiels. « Entrez et asseyez-vous, dit l'homme en relevant la tête. C'était bien le président. Celui-ci dit d'une voix peu amène. « Partout où vous allez, des multitudes de gens se rassemblent, tout le monde parle de vous à tort et à travers, les journaux s'en mêlent. Ne voyez-vous pas que vous troublez la paix ?»« Je suis vraiment désolé, monsieur, répondit l'enfant. Je n'avais nul dessein de faire du mal. Si la paix existait vraiment, je n'aurais pas besoin d'en parler. Disons que vous troublez le peu de paix qu'il nous reste. Nous vivons une époque très dangereuse et il suffirait d'une vétille pour que l'ordre du monde s'effondre. Ce n'est pas l'affaire des enfants. Déjà, les adultes s'avouent le dépasser. » « Et comment en est-on arrivé là ?» demanda le petit garçon. « Les gens ne veulent pas entendre raison, » répondit le président, en assénant un grand coup de poing sur sa table. « Pourquoi y a-t-il autant de soldats ici ? Nous devons rester constamment en alerte, car nos ennemis le sont aussi et veulent nous anéantir. Mais pourquoi sont-ils si armés ? Parce que leurs voisins le sont aussi, et armés jusqu'aux dents. Et qui sont leurs voisins ? Nous.
Vous n'êtes qu'un enfant incapable de comprendre, mais je veux bien essayer de vous expliquer. La seule raison pour laquelle nous sommes tant bien que mal en paix, c'est que nous restons tous sur nos gardes, sur le pied de guerre. La seule raison pour laquelle nous pourrions connaître une guerre, c'est que certains y soient moins près que d'autres. C'est pourquoi il n'est pas de plus haut devoir que nous de nous y préparer au mieux et au plus vite. Et c'est pour ça, et c'est pourquoi il est de l'intérêt des nations éprises de paix de nous aider à nous armer encore et encore. N'est-ce pas clair? Pas vraiment, monsieur. Et les pays qui font leur beurre en vendant des armes? Il est devenu de plus en plus évident que ce n'est pas une bonne chose que d'exporter des armes à l'intention de pays soucieux de s'exterminer mutuellement, mais vous devez bien admettre que si telle puissance ne le fait pas, c'en sera un autre. De surcroît, ce commerce des armes nourrit bien du monde. J'ai entendu répéter tout cela à table, chez nous, à l'heure du dîner, des dizaines, des centaines de fois. Mais si on vous offrait 1 milliard pour le cœur de votre enfant, monsieur, est-ce que vous le tueriez et lui ouvririez la poitrine en échange de cet argent? En plaidant, je suis vraiment désolé, mais si je ne le fais pas moi-même, d'autres s'en chargeront. Non! Vous ne reculerez devant rien pour épargner votre enfant. Et si jamais vous échouez à le sauver, que du moins vos mains ne soient pas tachées de son sang. Ceux qui font des affaires en vendant des armes, on devrait les obliger à s'occuper des mourants, à enterrer les cadavres des victimes de leurs propres mains, et non les laisser susurrer de loin des excuses aux tablets bien garnis de leur dîner en ville. Mais d'où vous viennent toutes ces idées, mon garçon? Du cœur, monsieur. Vous voyez, je vous avais bien dit que vous n'étiez qu'un enfant. Ces questions-là ne sont pas simples. Maintenant, êtes-vous venu pour me dire quelque chose, petit? Oui, monsieur. Eh bien, dites-le, car j'ai encore beaucoup à faire. Pouvez-vous, monsieur, imaginer que des nations s'anéantissent mutuellement si elles possèdent d'énormes réserves d'explosifs et de munitions? Oui, je peux l'imaginer. Pouvez-vous imaginer que des nations s'anéantissent mutuellement si elles ne possèdent aucune réserve de cette sorte? Non, bien sûr. Alors, comment pouvez-vous me dire là, derrière votre bureau, que le meilleur moyen d'assurer la paix est de fabriquer de plus en plus d'armements? Le président ne répliqua rien. Il se mit à tambouriner de ses gros doigts courts sur son bureau, puis il fouilla dans sa bouche et en sortit un bonbon acidulé qu'il tendit à l'enfant. Il se remit à signer ses papiers avant de relever la tête et de dire d'une voix radoucie. Et alors, que voulez-vous que nous y fassions? Il faut se débarrasser de toutes les armes. Facile à dire, et le moyen d'y parvenir. Expliquez aux hommes du monde entier où l'on est. Assurez-vous qu'ils vous comprennent bien. Puis faites-leur jurer de couper immédiatement le courant si n'importe quel pays, et notamment le leur, se met à menacer la paix de quelque manière. Comment ça, couper le courant? Quel courant? Demanda le président. Le courant, c'est eux. Les peuples sont le courant. Ils sont capables de se disjoncter d'eux-mêmes et n'ont qu'à s'arrêter tous ensemble. Mais ce serait de la folie, s'exclama le président, le crâne cramoisi. Ce serait beaucoup moins fou que de faire sauter la planète, lui fit remarquer l'enfant. Mais il est tout à fait déraisonnable d'escompter que tous les peuples du monde s'unissent en faveur de la paix. Jamais dans l'histoire ils n'ont fait une chose pareille. Pouvez-vous imaginer un village où tous les habitants se ligueraient pour renvoyer le maire et ses adjoints capables de s'amuser à la pétanque avec des bombes incendiaires au risque de réduire en cendres les récoltes et les maisons de leurs administrés? Oui, c'est parfaitement imaginable. Et la même chose pour une ville plus importante? Oui, quelle différence? Alors, pourquoi les gens de tout pays qui peuvent désormais communiquer entre eux, comme le faisaient jadis les villageois d'une fenêtre ou d'un champ à l'autre, pourquoi ne le feraient-ils pas de même aujourd'hui? Vous êtes bien naïf, mon enfant. Excusez-moi, monsieur, mais je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. C'est le contraire d'une tête sophistiquée. Ce sont vos armes qui le sont. Les missiles à tête nucléaire, les bombes à bactéries, l'empoisonnement de l'air et des eaux. N'est-ce pas cela qu'on appelle armes sophistiquées? C'est bien cela, admit le président. Permettez-moi alors d'être naïf, car si les gens deviennent sophistiqués, à la manière de vos armes, la fin du monde n'est pas loin. À cet instant, 3 jolis enfants firent irruption par une porte dérobée derrière le bureau présidentiel. « Grand-père, grand-père » crièrent-ils d'une même voix. «
Est-ce qu'il y a une grande foule au dehors? Est-ce que c'est la guerre? Non, leur dit le président en esquissant l'ombre d'un mince sourire. Il se pourrait bien que ce soit plutôt la paix. Venez, ajouta-t-il, je vous présente un petit garçon qui vient d'un pays très lointain. Ou bien il est complètement fou, ou bien c'est moi qui le suis. Le président commanda de la limonade, du pain d'épices pour les enfants et du thé pour lui-même. Les 4 enfants prirent place autour du grand bureau et le président, reposant sa tasse, dit en contemplant les énormes dossiers qui lui restaient à lire. Y a-t-il encore quelque chose que vous désiriez savoir? C'est le moment ou jamais de me poser vos questions. Avez-vous une clé, monsieur? Lui demanda le petit garçon. Oh, j'en ai même beaucoup. Non, je parle de la clé de la mort. Je porte toujours sur moi cette petite clé qui est celle de la liberté, dit le président en l'exhibant au bout de sa chaînette. Est-ce bien la clé qui peut faire partir les missiles à tête nucléaire? Oui, c'est grâce à cette clé que mon peuple et moi-même pouvons espérer demeurer libres. C'est la 3e que je vois, dit le petit garçon. Combien en existe-t-il au monde? Nous ne savons pas vraiment, mais il semble que leur nombre augmente dangereusement. Bientôt, elles feront un collier de clés tout autour de la Terre. Comment pouvez-vous alors espérer que la vôtre préservera votre liberté? Oui, grand-père, comment est-ce qu'elle protégera alors notre liberté? Nous t'entendons si souvent en parler et parfois d'un air si inquiet. Nous n'avons pas vraiment compris en quoi cette petite clé peut nous permettre de rester libres et vivants. Le président considéra ses petits-enfants d'un air songeur, puis, comme il venait soudain de découvrir leur présence, son expression changea du tout au tout. Je ne sais pas, je ne sais plus, mes enfants, leur dit-il. J'ai peur, dit le plus jeune. Le président baissa la tête et laissa échapper ces simples mots. Moi aussi. On aurait dit que tout le poids du monde reposait en cet instant sur les épaules de cet homme et des 4 enfants assis à ses côtés. Puis le président leur dit « Toute ma vie, j'ai occupé des positions de pouvoir que j'ai constamment recherchées. Aujourd'hui, j'arrive au bout du voyage et quand je regarde en arrière, je distingue que le chemin plus clairement que lorsqu'il restait à couvrir devant moi. Je puis dire maintenant que j'en connais chaque centimètre. Écoutez donc bien ce que j'ai à vous dire. Dans sa folie, notre génération a pillé cette terre que nos ancêtres vénéraient. Elle a travaillé avec ardeur à produire les moyens de l'anéantir, quand nos ancêtres n'avaient de cesse à travailler, à la faire prospérer. Vous autres enfants de la terre, vous devez à présent avec courage et sagesse défaire ce que nous avons fait. Et comme nous avons laissé qu'un héritage d'idées confuses et contradictoires, n'écoutez pas nos esprits, mais vos propres cœurs. En tenant cette clé, je recule d'horreur devant ce que nous avons fait. Avant que cette dernière heure ne vienne à sonner, laissez-moi plutôt vous livrer la seule clé de la paix, car j'en connais le secret. La clé de la paix est au fond de ce bol, mais il nous faut en tirer la leçon. Il s'empara d'un joli bol nacré posé sur son bureau. Dans ce bol, on trouve un peu de tout, de la sueur, de bois, de fer, de la terre, des graines, du sucre, en poudre, des poissons, une foule de choses différentes, dotées de leur caractère propre, tout comme les gens. Si je promène cet aimant au-dessus du bol, toute la limaille de fer va monter et apparaître à la surface. Elle ne peut résister à ce pouvoir. Grosses ou petites, les particules de fer ont ceci en commun, qu'elles sont attirées par lui. Leur faiblesse est ce pouvoir. Mais si j'éloigne l'aimant et me mets à secouer doucement le bol, on voit peu à peu les plus gros éléments de son contenu remonter à la surface, non parce qu'ils ne sont battus pour s'y hisser, mais plus simplement parce qu'ils ont été poussés par les éléments de moindre taille qui se contentent de rester en dessous. Expérience très intéressante à faire à la maison d'ailleurs. Les sages ne se battront jamais pour se propulser jusqu'au sommet. C'est parmi eux que vous devez chercher. Et c'est à vous de les persuader de servir leur peuple. Et s'il arrive un jour que le goût du pouvoir leur monte à la tête, il leur faudra, de leur propre gré, céder la place à ceux dont l'esprit est resté pur. La paix du monde dépend-elle seulement de la présence d'êtres sages au sommet des États? Demanda le petit garçon avec curiosité avide.
Non, répondit le président, car le bol contient aussi un poison mortel. C'est cette force qui entend tout rapporter et réduire à elle-même. Argent, pouvoir, propriété, et jusqu'aux mots pour exprimer ces choses. Tout ce que l'énergie de l'homme engendre, elle le veut pour elle-même. Comment s'appelle ce mal? L'égoïsme. Ça s'attrape? Non, on le porte en soi. C'est affreux. Non seulement il peut inciter un homme à massacrer son voisin pour lui soustraire ce qu'il convoite, mais il finira par tuer cet homme même qu'il ronge de l'intérieur et qui ne peut supporter de ne pas parvenir à ses fins. Combien connaissent ainsi les affres de l'égoïsme, jusqu'à en mourir d'insatisfaction, de rancœur, d'insatiable envie? Est-ce que tous les dirigeants sont des égoïstes? Se demanda le petit garçon. Pas tous, répondit le président, et il s'en trouve qui ont les meilleures intentions du monde. Alors pourquoi ne font-ils pas mieux? Souvent leur navire leur paraît ingouvernable. Les dirigeants perdent espoir, le peuple perd confiance, et tout le monde se débat comme à bord d'un bateau sans barre ni boussole. Plus rien pour gouverner, plus rien d'après quoi gouverner. Ces vents et marées qu'on appelle progrès de l'histoire ont au fait de précipiter le bateau sur les récifs où il se brise et sombre qu'aurait bien. Il ne reste donc plus d'espoir, fit le petit garçon, ses yeux écarquillés, implorant une réponse moins pessimiste. Avec la clarté de votre jeune esprit, vous nous l'avez rendu, répondit le président. Au cours de mon existence, j'ai été témoin de deux faits qui ont bouleversé les données de l'histoire humaine, mais que la plupart des gens n'ont pas encore vraiment compris. D'abord, que nous avons entre les mains le pouvoir de décréter la fin du monde. En second lieu, que le monde peut se comporter désormais comme s'il était doué d'un seul esprit, grâce aux communications planétaires qui bientôt ne connaîtront plus limites ni barrières. Les gens sont impatients d'entendre parler de paix. Vous avez eu le courage de vous lever pour leur délivrer votre message, et le monde entier s'est mis à vous écouter et à vous suivre. Je puis vous assurer qu'à l'heure qu'il est, tous les dirigeants qui géraient leur pays, par les armes, ont les yeux braqués sur vous. Grâce aux communications, on est à même de vérifier aujourd'hui que les peuples, dans leur sagesse comme dans leur folie, peuvent en un jour porter leur chef au pouvoir ou les en faire tomber. J'ai imaginé une sorte de règle, monsieur. Elle est si simple que, si le monde la prenait pour loi, je crois qu'il n'y aurait plus aucun danger pour la paix. Que dit-elle? Demanda le président. Je l'ai écrite sur un bout de papier, là, dans ma poche. Puis-je vous la montrer? Comment donc? Dit le président en tendant la main vers la feuille de papier pliée en quatre. Ne pensez qu'à nous protéger de nos voisins, c'est le chemin des armes qui conduit à la guerre. Pensez à les protéger de nous-mêmes, c'est la voie du désarmement qui mène à la paix. Il n'en faudrait pas davantage, murmurait le président. Par où commençons? Fit le petit garçon. Par les communications. Les gens sont-ils à la hauteur de ce qu'on va leur demander? Certes non, s'écria le président. Mais s'ils veulent vivre, il va leur falloir apprendre au plus vite. En fait, je crois que la volonté de vivre est la source d'énergie la plus forte. Lorsqu'ils auront eu la révélation de la vérité, elle saura les rendre incomparables. Qui va donner le signal du départ? C'est vous qui l'avez déjà donné, s'exclama le président, en conduisant le petit garçon jusqu'aux très hautes fenêtres du bureau. Au dehors, la grande place était remplie à craquer de centaines de milliers de gens qui chantaient et brandissaient d'immenses banderoles. La paix est déclarée, jamais plus nous ne la laisserons menacer. Au moment où ils apparurent au balcon, les vivas de la foule montèrent à eux assourdissants. Le président leva les mains et le silence se fit. Bientôt, les énormes haut-parleurs de la place répercutèrent son souffle et la foule attentive n'entendit dire au micro « Peuple du monde, je me suis réveillé d'un abominable cauchemar. Des nuages de mort nous submergent jusqu'à étouffer le dernier d'entre nous. Et en même temps, je ne pouvais savoir que ces nuages, c'est ma propre tête qui en exhalait les noires volutes.
Et soudain, une lueur m'a ouvert les yeux, celle de l'infinie et clairvoyante bonté d'un petit garçon qui a chassé les nuées de mort et laissé filtrer les rayons du soleil. La voix de la paix se répandra désormais librement à travers le monde, à commencer par notre propre pays, où elle circulera à volonté et à partir duquel elle diffusera à destination de tous les autres. Nous lèverons toutes les barrières afin de laisser passer ce message de paix. J'ai compris, sortant de ce cauchemar, que nous ne pouvions nuire aux autres sans éviter de nous nuire à nous-mêmes. Plus le mal que nous causerons aux autres sera grand, plus grande sera notre propre souffrance. Avons-nous l'intention de tuer? Nous mourrons nous aussi. En nous faisant explorer sa chambre des horreurs, la science ne nous a laissé d'autre choix que la paix. À mon réveil, j'ai entrevu le monde nouveau qu'instaurerait son règne. Désormais, je ne vois plus d'autre issue que la volonté de gagner cette ultime bataille contre la guerre elle-même. Il est maintenant trop tard pour la guerre. La force de l'esprit de chacun de nous imprime sa direction au monde. La science est venue l'amplifier. À l'heure où je vous parle, ma voix couvre le monde. Mon souffle suffirait à donner le signal de sa destruction. On ne peut laisser l'avenir du monde à la merci d'esprits déchaînés. Il nous faut les apprivoiser ou périr. La foule resta silencieuse. Le président prit le petit garçon par les épaules et tous deux rentrèrent. Chapitre 6, au prochain épisode.